En fait, cet atelier, on ne va pas faire le côté pratique de la VO2, mais on va voir qu'est-ce qu'on fait des résultats de la VO2, hein, comment on l'interprète. Donc, c'est le topo que j'avais et que je vais vous faire maintenant, et ensuite, on répondra aux questions. La première des choses, une fois qu'on a terminé la VO2, on a les résultats devant nous, il faut se poser la question de savoir est-ce que je peux interpréter l'examen? Est-ce qu'il n'y a pas eu un capillaire qui s'est bouché, une erreur de calibrage ou une erreur dans la machine qui fait que je ne vais pas pouvoir l'interpréter? Donc la première des choses à faire, c'est celle-là, de manière systématique. On peut la faire d'ailleurs en cours de route pour voir vers où on va. La première des choses, c'est que est-ce que la VO2 est bien valable? Et pour le savoir, on sait que la VO2 qui est prédite, elle est fonction en fait des watts, hein. C'est 10 à 11 fois les watts plus la VO2 de repos. Donc à 10 watts, on est à peu près à 20, hein, de la modification à 20 millilitres. Alors, le truc, c'est de regarder à 50 watts, par exemple, vous devez être à 1 litre de VO2. Et à 100 watts, vous devez être à 1,3 litre de VO2. Et si vous n'avez pas ces valeurs, c'est qu'il y a un problème, soit de calibration, soit il y a eu de l'eau dans les tuyaux, soit un tuyau s'est coudé, soit il y a eu une fuite quelque part, mais voilà. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, est-ce que la VO2 de repos était bien bonne? Elle doit être entre 3,5 et 5. Après, elle peut être variable, hein, avec quelqu'un de stressé qui hyperventile un petit peu au repos, qui est stressé, qui est crispé, elle peut être un petit peu plus élevée, mais elle doit être dans cette zone-là. Et enfin, la dernière chose, il faut que la VO2 suive le rapport VO2, le delta VO2 watts, suive la pente de 10. Et ça aussi, c'est une manière de voir si ma VO2 est bien valable. Une fois qu'on a ça, on peut se dire le test est interprétable. Après, ce qu'il y a d'important de savoir, c'est est-ce que mon test a été maximal ou est-ce qu'il a été limité par les symptômes? Donc, s'il est limité par les symptômes, bien entendu, il va être interprétable et on tiendra compte du symptôme. Mais s'il n'est pas limité par les symptômes, il faut être sûr que le test est maximal. Alors, pour que le test soit maximal, il faut qu'on essaye d'obtenir une VO2 en plateau. Alors, quand on fait avec des VO2 chez les patients, c'est assez difficile d'obtenir un plateau. On arrive à obtenir les plateaux surtout chez des gens sédentaires, sains, pas chez les sédentaires, justement, chez des gens sains ou des sportifs. Et la VO2 en plateau, c'est l'idéal parce que là, on est sûr qu'on est max. La deuxième chose, c'est est-ce que la fréquence maximale a été atteinte ou au moins supérieure à 90%, ou alors encore plus haute, hein, que celle qui était prédite. Ça, c'est encore un moyen de savoir si on est maximal. La troisième chose, c'est est-ce que les lactates, pour ceux qui font le prélèvement des lactates pendant la VO2, est-ce qu'ils sont supérieurs à 8 millimoles? Enfin, le QR, je vous rappelle, c'est le rapport consommation d'oxygène sur production de gaz carbonique, hein, VO2 sur VCO2, il doit être supérieur à 1,1 au moins pour parler de test maximal. Après, on va regarder les paramètres ventilatoires, respiratoires. La réserve ventilatoire, ça s'appelle BR, hein, Breath Reserve, elle doit être inférieure à 30%. Et là, on peut être sûr qu'on est maximal aussi. Et le rapport VO2 doit être supérieur à 35. Voilà, là, sur cette diapo, ça vous permet de savoir si le test est maximal ou s'il a été limité par les symptômes. Sur la dernière réponse, c'est la réponse ventilatoire. Là, il y a une chose qu'il faut regarder et qui est facile à voir. Je vous ai mis une courbe là juste à droite où on voit des oscillations de la réponse ventilatoire. Ces oscillations sont typiques des insuffisances cardiaques sévères. On n'en a pas souvent, hein, des aussi belles que celle-là. Mais regardez bien cette courbe. Quand vous avez ça, il faut en tenir compte. C'est un paramètre de gravité et on peut faire le diagnostic tout de suite, hein, sur la courbe. Ça ressemble vraiment à une dent de scie. Alors, vous voyez que les oscillations sont quand même amples, hein. Parfois, on enregistre des oscillations, une toute partie du parcours, ce n'est pas suffisant, hein. Il faut qu'elle débute dès le début de l'effort, pratiquement, comme vous le voyez ici.
Alors après, il faut que les paramètres ventilatoires, c'est-à-dire les courbes, les équivalents respiratoires, comme on dit, VE, VO2, VE, VCO2. Donc VE, VO2 doit être aux alentours de 27. VE, VCO2 doit être inférieur à 29,5. Mais si vous regardez sur le petit tableau en bas à droite, vous avez en fonction de l'âge les différentes valeurs de VE, VCO2. Et vous voyez que après 60 ans, il faut que ça soit supérieur, il faut que ça soit inférieur à 29,4, mais à 20 ans, ça doit être aux alentours de 23,5. Donc, il faut tenir compte aussi de l'âge pour interpréter ce paramètre. Quant à la VE, c'est-à-dire le volume respiré, il est en gros 21, on va dire 22 fois la VO2. Voilà. Ça, c'est les paramètres ventilatoires. Après, on regarde la réserve ventilatoire. Alors, vous savez que cette réserve ventilatoire, elle est soit estimée par la machine, soit mieux calculée par la machine. Elle est beaucoup plus précise lorsqu'on fait une épreuve fonctionnelle respiratoire avant de commencer la machine. Donc, sur la plupart des machines, maintenant, on demande aux patients de respirer calmement, puis de vider ses poumons, de remplir à fond sa cage thoracique et de souffler le plus fort possible et le plus longtemps possible. Et à partir de cette analyse, on calculera la réserve ventilatoire à la fin de l'effort. Et donc, la réserve, elle est en gros entre 15 et 35% du volume respiratoire maximum. La fréquence respiratoire doit être inférieure à 60 par minute, sinon on va parler d'hyperpnée, hein, soit liée à des problèmes d'anxiété, très souvent d'anxiété ou de panique, hein, cette hyperventilation qui va fausser tous les résultats, qui est souvent d'ordre psychologique. Après, l'espace mort, qui doit être inférieur à 0,2 ou 0,3 pour les gens qui sont supérieurs à 40 ans, VDVT. Et enfin, la pente de VE-VCO2, qui est un paramètre important pronostic, qui doit être inférieur à 30. On verra que un peu plus tard, ces paramètres VE-VCO2, les oscillations, le pic de VO2 et la VO2 au seuil sont des paramètres qui nous permettent d'établir un pronostic chez les patients. Voilà. Jusque-là, tout va bien? Oui, ça va, ça va, ça va, ça va OK. très bien. Donc voilà. Donc, premièrement, on a vérifié est-ce qu'on a bien enregistrer les paramètres, il n'y a pas eu d'erreur, donc on va pouvoir l'interpréter. Donc, comme on va pouvoir l'interpréter, maintenant, on va essayer de déterminer les seuils, parce que les valeurs au seuil aussi vont être extrêmement intéressantes, comme sur cette courbe. Donc, ce que je vous conseille de faire, hein, c'est d'afficher les 9 courbes là, de Wasserman, parce que c'est celui qui a le mieux développé l'interprétation quand même des VO2, et c'est son interprétation, d'après son dernier bouquin, que je vous offre là. Donc, on détermine le seuil, vous savez, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on en avait déjà parlé et puis on pourra éventuellement refaire le sujet si vous voulez, mais à partir de la courbe du milieu, qui est la V-slope, et à partir de là, grâce aux 9 courbes, je vais pouvoir recaler mes seuils en fonction de chacune de ces courbes, en fonction de la courbe ventilatoire en haut à gauche, en fonction des équivalents au milieu à droite. Je vais pouvoir déterminer mon premier seuil, ainsi que mon deuxième seuil en haut à droite. Voilà. Une fois que les seuils sont déterminés, il faut que la VO2 au seuil soit supérieure à 40% du pic de VO2 qu'on va enregistrer. Voilà. Et sinon, on va en tenir compte dans l'interprétation. Voilà. Après, on va regarder la réponse cardiovasculaire, parce qu'on a enregistré l'électro en même temps. Donc, on vérifie que la fréquence cardiaque est bien montée. Il n'y a pas d'insuffisance chronotrope. Vous savez que c'est un facteur, là aussi, pronostic dans l'insuffisance cardiaque, par exemple, qui est important. Est-ce que la pression artérielle est bien montée? Et est-ce qu'elle n'a pas dépassé 24/12? Ça, c'est encore un critère qui est très variable suivant les auteurs. Lorsqu'elle dépasse sur le haut, elle n'apporte pas grand-chose. C'est lorsque, surtout, elle ne monte pas, lorsqu'il n'y a pas d'augmentation de la pression artérielle, que ça pose un problème. Et puis, on va regarder le pouls d'O2.
Alors, le pouls de 2, c'est quoi? C'est la VO2 divisée par la fréquence cardiaque. En fait, si on regarde bien, ça correspond au volume d'éjection systolique. Et ce volume d'éjection systolique, c'est intéressant de voir la courbe parce qu'elle va nous permettre de déterminer des paramètres et une étiologie aux anomalies qu'on va mesurer pendant l'examen. Et donc, ce pouls de 2 doit être au moins supérieur à 70% de ce qu'il est prédit. Alors, la prédiction, ben, c'est la VO2 prédite divisée par la FMT, quoi. Voilà. Enfin, on regarde l'électro, on vérifie la fréquence cardiaque sur l'électro, on vérifie les QRS, des déviations axiales, on vérifie s'il y a un sous-décalage ou non, la repolarisation, les troubles de conduction, les arythmies, et on note tout ça. Voilà des courbes de pouls d'O2. Le pouls d'O2, ici à gauche, vous avez une courbe normale. Tout à fait en bas, il y a un escalier qui représente les différents paliers de charge. D'accord? Et puis, vous voyez une petite zone de repos qui est déjà dans la zone de repos où on installe le patient, qui est la période d'échauffement. On voit qu'il augmente sa fréquence cardiaque, qui est la courbe bleue foncée, et que uniquement, voilà, parce qu'il va débuter un exercice, ça monte, et on voit la courbe bleu clair qui correspond au pouls de 2. Et donc, le pouls de 2 va augmenter au fur et à mesure qu'on augmente. Chez les sportifs qui atteignent un certain niveau, elle arrive plus ou moins en plateau, en haut, notamment quand on arrive sur le plateau de l'O2. Après, à droite, là, vous avez une courbe qui est intéressante avec le pouls de 2 parce que vous avez toujours en bleu foncé, violet, là, la courbe de fréquence cardiaque qui est là en bas. On voit le pouls de 2 qui augmente tout à fait normalement jusqu'à la petite croix bleue à droite, où vous voyez que là, le pouls de 2 dégringole et descend. Et chez ce patient-là, il y avait un sous-décalage qui est apparu dans le même temps, ainsi qu'une douleur d'angor. Et en fait, ça correspond, cette chute du pouls de 2, à une cardiopathie ischémique, enfin à une ischémie myocardique qui survient à l'effort. Et donc, c'est intéressant de regarder toujours le pouls de 2. Là, les infirmières chez nous, elles ont tout à fait l'habitude, elles regardent, elles disent hop, hop, là, ça descend et ça nous permet d'être un peu plus vigilants sur l'électro. Voilà d'autres courbes d'O2. Alors, il y a sur la courbe d'O2, du pouls d'O2, il faut faire attention parce qu'il y a parfois, comme ici, une chute sur la courbe bleu ciel. On voit une chute du pouls d'O2, mais qui n'est pas due à une ischémie, là, qui est due à une crise de tachycardie qui survient au même moment. Et si on regarde la courbe violette, on voit qu'il y a un pic là qui survient et qui explique le pouls d'O2. Et à droite, je vous ai mis un pouls d'O2 d'insuffisant cardiaque. Donc, vous avez en rouge la fréquence cardiaque. On voit que, voilà, et puis vous avez une zone grisée en haut, et c'est là où le pouls d'O2 devrait arriver. Et on voit qu'il reste très plat, c'est-à-dire qu'il n'augmente pratiquement pas à l'effort. Et donc, c'est un insuffisant cardiaque assez sévère qui ne peut augmenter son débit qu'en augmentant sa fréquence. Malheureusement, chez la plupart des insuffisants cardiaques, il y a aussi une insuffisance chronotrope qui fait qu'il ne va pas pouvoir augmenter son débit de manière importante. C'est intéressant parce qu'en regardant tout ça, on retourne à la physiologie, en fait. Enfin, il y a d'autres paramètres qui vont nous permettre de suspecter une réponse anormale du muscle. D'abord, il y a une relation directe entre les watts et le muscle, qui est en gros de 1 à 1,5 watts par kilo. Et donc, cette relation doit être vraiment linéaire. La deuxième, c'est justement la VO2 au seuil. Elle doit être inférieure à 40% de celle qui était prédite. Et enfin, si on a mesuré les lactates, on verra que les lactates sont très élevés pour de faibles watts, et ça, c'est anormal. Voilà. Enfin, si on pratique les gaz du sang, c'est surtout les pneumologues qui les pratiquent, et nous, pour des raisons pratiques, on n'a pas pu le faire. Je le faisais dans une clinique où on avait la machine dans la salle, donc c'était super parce qu'on piquait, on avait tout de suite les résultats. Mais là, c'est extrêmement compliqué, il faut les envoyer au labo, donc j'en fais pas beaucoup. Mais l'idée, c'est d'acheter une machine et de faire les gaz du sang en même temps, parce que ces gaz du sang seront surtout intéressants dans les pathologies pulmonaires. Hein, voilà. Mais on peut tout à fait partager notre machine avec les pneumologues.
Voilà, donc petite pause et je vais vous expliquer comment on va faire et quels sont les algorithmes. Donc tous ces algorithmes, décision pour analyser la VO2 sont basés celle-là. On regarde le pic de VO2 d'abord. S'il est normal, on ira sur l'algorithme numéro 2. OK? À droite, s'il est anormal, on regarde s'il y a un seuil. Si on a pu déterminer un seuil, yes. Dans ce cas-là, on ira, et si ce seuil est normal, c'est-à-dire supérieur à 40% du pic de VO2, on ira sur la charte 3. Maintenant, si le pic de VO2 est bas, le seuil existe, mais il n'est pas, il n'y a pas de seuil, pardon, excusez-moi, il n'y a pas de seuil, on n'a pas pu le déterminer, on ira sur la 5. Si on a pu déterminer le seuil, mais qu'il est très bas, on ira sur la 4. Alors, sur chaque séquence, je vais rappeler ce schéma général pour savoir où est-ce qu'on est. Alors, moi, j'ai mis ça sur l'ordinateur du bureau où il y a la VO2. Et comme ça, les gens qui viennent et qui ont besoin de l'interpréter, on peut afficher ces chartes-là et voir les imprimer. Et ça permet de réfléchir quand ça commence à devenir un petit peu compliqué. Donc, on va prendre le premier cas, VO2 normal. Je ne sais pas, vous voyez ma flèche là quand je déplace la flèche? Oui, oui, Ici? on voit votre Voilà, souris, on la voit d'accord, bien. très bien. Alors ici, vous avez donc le pic de VO2, hein, et puis il est normal, donc c'est la charte 2, et j'ai mis le numéro 2 ici à gauche. Voilà. Donc VO2 normal, qu'est-ce qu'on fait une fois que j'ai mon pic de VO2 et il est normal? Eh bien, je regarde l'électro, je regarde mon pouls d'O2 et je regarde mes gaz du sang. Donc si tout ça c'est normal, eh ben, la gêne ressentie par le patient, parce que si on a fait une VO2, c'est que le type, le patient est gêné, il dit j'arrive pas à respirer, je suis essoufflé. Dans ce cas-là, on regarde et ben, c'est soit de l'anxiété, soit de l'obésité. Si par contre, il y a une anomalie dans ces trois éléments ici, dans ce cas-là, eh ben, c'est une cardiopathie débutante ou une maladie pulmonaire débutante. Et il faudra aller plus loin pour savoir ce qu'on fait. La suivante, je suis dans ce cas-là, c'est-à-dire j'ai un pic de VO2, et ce qui peut être le cas, par exemple, juste précédent, celui dont je viens de parler. Et là, il y a le pic de VO2 qui est bas, il y a un seuil, le seuil existe, d'accord? Donc je suis dans la charte ici, numéro 3, par rapport au premier schéma. Donc j'ai un VO2 bas, mais j'ai un seuil qui est normal. Le seuil est normal, c'est-à-dire qu'il est supérieur à 40% de mon pic de VO2. Je regarde BR. Voilà. Si mon BR est normal, je vous rappelle, BR doit être inférieur à 30%. Hein, il est aux alentours de 30%, 29% exactement, à la fin de l'effort. S'il est normal, je regarde l'électro. Si l'électro est normal, ben, c'est souvent des gens qui sont en déconditionnement. Voilà, donc il leur manque un peu de muscle, il faudra juste les réentraîner et tout va bien. Si par contre l'électro est anormal, ben, il peut s'agir par exemple d'une ischémie myocardique qui a fait qu'on a arrêté l'effort avant. Si maintenant le BR est bas, je regarde la fréquence respiratoire. Est-ce qu'elle est supérieure à 40? Si oui, eh ben, c'est plutôt une pathologie restrictive pulmonaire. Si maintenant elle n'est pas supérieure à 40, dans ce cas-là, c'est une maladie obstructive pulmonaire. Bien évidemment, on aura déjà fait le diagnostic, puisqu'on a fait les EFR avant, de restrictif et obstructif, hein, en le faisant souffler avant de partir. Mais ça va confirmer la chose, que en fait, la gêne de sa VO2, elle est liée au poumon. Ça va pour l'instant? Tout le monde suit? C'est Oui, oui, clair? ça va, ça va, ça va. D'accord. Quatrième cas, j'ai un pic de VO2 qui est bas, j'ai un seuil qui est bas, hein, il existe et il est bas. C'est-à-dire, c'est la charte numéro 4 là. On a fait juste celle-ci, juste avant. Et là, le seuil est bas. Je regarde encore le BR. Mon BR est normal.
dans ce cas-là, si mon BR est normal, je vais regarder VE, VCO2 au seuil. Si mon VE, VCO2 est normal, dans ce cas-là, il faudra penser regarder l'hémoglobine, parce que le plus souvent, si elle est basse, il s'agit d'une anémie. Si par contre l'hémoglobine est normale, dans ce cas-là, je regarde mon pouls d'O2. S'il est normal, eh bien, c'est une atteinte périphérique artérielle. Voilà, c'est typiquement de l'arythmie. Si le pouls d'O2 est anormal, dans ce cas-là, c'est une pathologie cardiaque, style insuffisance cardiaque par exemple. OK ? Je reviens maintenant à VE, VCO2 au seuil. Si maintenant il est haut, mon VE, VCO2, hein, s'il est haut, je regarde mon espace mort, VDVT ici, et je regarde ma saturation d'oxygène. La saturation, il suffit de mettre un petit truc au bout du doigt. Si tout ça c'est normal, et bien dans ce cas-là, c'est encore de l'insuffisance cardiaque. Si par contre, les deux paramètres ici, la SaO2 et l'espace mort sont bas, c'est une pathologie pulmonaire. Maintenant, si mon BR est bas, je regarde mon espace mort, VDVT. S'il est normal, eh ben, soit c'est parce que je suis en altitude et je suis allé à Médéa faire mes tests, soit c'est que j'ai trop de base dans le sang, c'est-à-dire j'ai un sang qui a trop de H2CO3. Voilà. Et si par contre mon espace mort est haut, dans ce cas-là, c'est une pathologie pulmonaire. Alors vous voyez là dans la charte 4, la charte 3 et 4, c'est quand même les deux algorithmes les plus complexes et où il y a une participation pulmonaire quand même qui est très importante. Mais ça va être dans la majorité des patients qu'on voit. Enfin, la majorité des patients, pour nous, dans 50% des patients, on est plutôt dans le cas 1, c'est-à-dire des gens qui sont normaux en fait et qui sont simplement anxieux. Après, on va avoir justement entre 3 et 4 une forte répartition des patients. Enfin, dernier cas, la charte numéro 5, c'est-à-dire j'ai un seuil qui est bas, un pic de VO2 qui est bas, je n'ai pas pu déterminer un seuil parce que les courbes ne sont pas croisées, par exemple. Dans ce cas-là, on regarde l'espace mort, on regarde éventuellement la prise de sang, du sang artériel et alvéolaire, et on regarde. Si l'espace mort est normal, on regarde la fréquence cardiaque. Voilà. Est-ce qu'elle était, l'élévation de la fréquence cardiaque, est-ce qu'elle était normale ou est-ce qu'il y avait une insuffisance chronotrope en gros? Si elle était normale, on vérifie l'hémoglobine, parce que ça peut être une anémie, ou ça peut être une ischémie. Si maintenant elle est élevée, s'il n'y a pas d'insuffisance chronotrope, dans ce cas-là, il peut s'agir soit d'un effort qui est faible, déconditionnement musculaire, soit il s'agit d'une pathologie cardiaque, insuffisance cardiaque débutante, soit d'une artérite des membres inférieurs. Donc, quand on n'arrive pas à déterminer un seuil, le plus souvent, c'est rarement l'ischémie pour moi. On vérifie quand même, on vérifie l'hémoglobine, mais l'ischémie, on fait le diagnostic autrement parce que l'électro parle en même temps. Voilà. On va être plus dans ces deux cas-là avec soit un pauvre effort, soit une insuffisance cardiaque débutante. Et dans 90% des cas, c'est un gros déconditionnement. Les gens, ils n'arrivent pas à pédaler, ils s'arrêtent au bout de 2 minutes. Voilà. Maintenant, si VDVT est anormal, dans ce cas-là, on regarde la réserve ventilatoire. Si elle est normale, on regarde la PaO2. Est-ce qu'elle a diminué? Oui. Dans ce cas-là, c'est une pathologie pulmonaire. Si elle n'a pas diminué, dans ce cas-là, c'est de l'insuffisance cardiaque. Ça peut être juste une saturation. Ce n'est pas obligé que ce soit les gaz du sang. Donc, si la saturation est normale, voilà. Si par contre, la SAT diminue, c'est pulmonaire. Enfin, si le BR est bas, c'est pulmonaire. OK? Voilà. Donc ça, c'est tous les algorithmes qui vont me permettre d'interpréter la machine. En dernière diapo, je voulais vous montrer surtout les critères de gravité.
Et vous voyez que les critères de gravité, on va utiliser les critères qu'on a vus là dans la charte. Un, le pic de VO2, il doit être normal. Et la normale de la VO2, c'est supérieur ou égal à 100% de la valeur prédite. Après, on peut être faiblement diminué et ranger encore de la normalité chez des gens sédentaires qui ne bougent pas, déconditionnés. Et dans ce cas-là, on va de 75 à 100, en gros. Modérément diminué entre 70 et entre 50 pardon, et 74. Et maintenant, si on est inférieur à 50% de la valeur prédite, on est sévère. La VO2 au seuil, qui doit être comprise entre 40 et 80, généralement, elle est diminuée quand on est… dès qu'il y a une atteinte, elle est diminuée, c'est-à-dire que la VO2 au seuil est basse. Enfin, la pente, VEVCO2, là aussi, c'est très important. Vous voyez qu'elle doit être normalement inférieure à 30. Et là, par exemple, chez un sportif, vous avez des courbes à 22, 23. Voilà. Et elle est faiblement diminuée entre 30 et 35. Il y a une diminution quand même significative entre 36 et 45. Elle est sévèrement, la cardiopathie sévère, si la pente est supérieure à 45. Normalement, on doit avoir un plateau qui est relativement précoce sur l'exercice, avec une montée et puis un plateau, voilà. Mais si on a un plateau qui est trop précoce, ou bien si on a une diminution du PO2, dans ce cas-là, c'est sévère aussi. La réserve ventilatoire doit être à 30. Hein, normalement, on doit arriver à 30, supérieur ou égal à 30. Mais si elle est trop supérieure à 30, ça veut dire que le test n'est pas maximal. Supérieur ou égal à 30, mais elle ne doit pas être trop inférieure à 30. C'est-à-dire en dessous de 30, c'est une pathologie pulmonaire habituellement. Et enfin, EOV, c'est les oscillations. Si elles sont présentes, on rentre déjà dans une cardiopathie sévère. Voilà. Donc, je vous remercie pour ça. Si vous voulez, je pense que j'ai envoyé mon topo, c'est de tirer les diapos, celle-ci, pour vous aider, pour chaque interprétation, à vous servir de l'algorithme. Après, vous allez vous passer de la plupart des algorithmes concernant la 2, peut-être aussi la 3, celle-ci, qui sont relativement faciles. Et puis, par contre, celle-ci, la 4, hein, c'est-à-dire quand on a un pic de VO2 qui est bas, un seuil qui est bas, c'est très utile parce que là, on a une pathologie pulmonaire. Après, vous avez peut-être une formation de pneumologue plus avérée, mais moi, je dois dire que souvent, celle-là, je la sors quand j'ai affaire à un patient qui se trouve dans cette situation-là. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Marcadet, pour cette excellente communication très didactique. Je pense qu'on devrait imprimer tout ça Oui. C'est pour ça que j'ai fait des diapos qu'on peut utiliser tous les jours. On va les coller dans la salle de réadaptation chez Saïd Ouamar, hein, chez Dalila. Ah oui. Elle les a pas déjà? Je ne sais pas. Eh ben, on va commencer par elle et les jeunes s'il y a des questions, parce qu'on a beaucoup de cardiologues qui s'intéressent à l'insuffisance cardiaque. Tant Ici, mieux. certains ont des thèses sur l'insuffisance cardiaque. Donc, vous avez la chance aujourd'hui d'avoir un expert. Donc, profitez. Allez-y. Profitez. Allez, Alors, je prends déjà la parole. Vas-y. Oui. Je vous remercie déjà pour votre présentation. C'était excellent, notamment les différents algorithmes qui nous amènent à poser des diagnostics précis. Je vous dis honnêtement que pour le moment, on ne sait pas trop arriver à ces diagnostics-là. Donc, on sait quand le VO2 est normal, quand il est pathologique. On sait quand… par rapport à la détermination des seuils, on a parfois des difficultés. On s'est donné par l'appareillage, par le matériel, mais on ne sait pas corriger éventuellement, on ne sait pas s'assurer si c'est juste ou faux. Donc, pour le moment, on se contente donc d'observer les résultats et de… Vous savez ce que je vous propose? Je vous propose, on organise un petit atelier avec des cas. Oui, ça c'est très intéressant. Vous choisissez 2 ou 3, voilà, ou 4 ou 5 tests, et puis vous imprimez les courbes.
L'idéal, ça serait d'être sur la machine elle-même pour qu'on puisse modifier les courbes et pour savoir où les mettre, pour déterminer. Après, c'est juste un petit peu de pratique, mais en 1 heure, après, tout le monde sait faire. Et ça vaudrait le coup peut-être de faire un atelier, comment déterminer les seuils. Tout à fait, ça c'est très intéressant parce que parfois je ne vois pas les courbes se croiser, donc je ne sais pas si je dois donc tenir compte du seuil donné par la machine ou alors c'est un seuil non déterminé. Et d'ailleurs, je voulais vous poser la question par rapport au seuil indéterminé. Qu'est-ce que ça signifie en clinique? Généralement, le seuil indéterminé, soit c'est vraiment un très très pauvre effort, on va retourner sur la courbe. Hein. Vous les voyez là, les courbes? Vous voyez la courbe là? Oui. Oui. Eh bien, le seuil indéterminé, c'est celle-ci. Donc, je n'ai pas de seuil. Est-ce que mon espace mort est trop haut ou non? Voilà. Est-ce que mon BR est normal ou non? Donc, dans la plupart des cas, si mon BR est normal, eh ben, c'est de l'insuffisance cardiaque. Si mon BR est anormal, c'est pulmonaire. Voilà. Dans tous les autres cas, s'il est anormal, si le BR est anormal, c'est pulmonaire. Après, il y a d'autres cas qui vont nous faire… Là, il faudra qu'on les affiche. Hein. Il faudra qu'on les affiche pour qu'on puisse les voir, les consulter à chaque fois. Exactement. Moi, je vous propose, donc j'ai donné mes diapos là, c'est de les imprimer et puis de vous les mettre effectivement dans la salle d'épreuve d'effort ou dans un petit cahier. Et à chaque fois que vous avez fini votre test, on reprend la démarche. Hein. Je peux résumer le topo. Est-ce que mon pic, est-ce que j'ai un pic de VO2, est-ce qu'il est normal? Est-ce que mon pic est bas? Donc, et vous choisissez les numéros qui sont marqués ici à gauche là sur la table et vous appliquez la charte qui correspond à ça, au premier. Donc, si j'ai un pic de VO2 qui est bas, hein, il aurait dû faire 20 millilitres, il fait 15 millilitres. Est-ce que j'ai un seuil? Ah, je n'ai pas pu déterminer le seuil. Non, eh bien, je vais à la 5. D'accord? Donc, je vais à ma slow 5 qui est là. Et là, je dis, mon BR était comment? Était normal. Hein, d'accord, donc c'est peut-être ça. Est-ce qu'il y avait une insuffisance chronotrope ou oui ou non? Et est-ce que… Pensez à regarder l'hémoglobine parce que, voilà, on est dans cette situation-là. OK? Si maintenant… vous avez… Voilà, moi je pense qu'il faut partir de ces courbes. Donc si vous êtes… je reviens sur la première. Si vous êtes ici avec un pic de VO2 qui est bas, mais là j'ai un seuil. Oui. OK? Et bien après, si j'ai un seuil, soit il est normal, soit il est anormal. Ben, s'il est normal, je prends cette courbe-là. S'il est anormal, je prends celle-là. Et vous voyez, en fonction des situations, je peux arriver quand même à un même diagnostic parfois. Hein? Maladie pulmonaire ou maladie cardiaque. Et ça permet de trier de manière et je pense que c'est bien de passer par les chartes parce que ça permet de ne pas oublier quelque chose, plutôt que de se précipiter vers quelque chose en disant « Ah ben c'est ça ». Voilà. Bien. Non, effectivement, on pouvait… il faut prendre ces copies et c'est le système de raisonnement en fait de Wasserman pour arriver au diagnostic, à une orientation pathologique. Quoi. Merci. Professeur Bendaoud, qui est notre angioplasticien, oui. a une question. Un angioplasticien qui s'intéresse à la VO2. Oui. Super. Oui. Alors, moi, bonjour. Dans la pratique au quotidien, j'ai tendance à penser à cet examen. J'ai des patients qui ont un diagnostic précis et pour lesquels je veux avoir une idée sur leur capacité ou la gravité de l'atteinte. Mais par contre, là, ce que je me rends compte, c'est que vous pouvez avoir des patients avec des doutes diagnostiques et avec cette démarche, on peut s'orienter vers tel ou tel diagnostic. Est-ce que vous avez souvent des patients comme ça avec des doutes diagnostiques où on vous demande une orientation diagnostique? Oui, en fait, le cas le plus intéressant et le plus fréquent pour nous cardiologues, c'est le patient essoufflé. Il a eu plein de stents, il a été ponté, il a eu une séquelle d'infarctus, il a une fonction VG qui est limite, il est à 40, on ne sait pas si on classe dans l'insuffisance cardiaque ou pas, et il est essoufflé. Et le nombre de fois où il y a des gens qui sont essoufflés
et on ne sait pas si c'est le poumon, parce qu'il a été fumeur pendant je ne sais pas combien de temps, ou si c'est le cœur. Et grâce à la VO2, on fait vite le diagnostic, parce qu'on voit qu'est-ce qui a fait qu'il a arrêté l'effort, si c'est le poumon ou si c'est le cœur. Et je me souviens d'un patient qu'on avait eu comme ça, où les gens n'arrêtaient pas, enfin son cardiologue n'arrêtait pas d'augmenter les doses de médicaments pour l'insuffisance cardiaque, alors que c'était le poumon qui l'arrêtait. Voilà. Et en plus, voilà. Et donc, ça, c'est extrêmement intéressant. L'autre intérêt aussi de la VO2 pour nous, c'est que pour tous les patients qui rentrent en réadaptation, ça nous sert à les réentraîner à l'effort. Voilà. Parce qu'en fait, à partir du seuil, du premier seuil, celui qu'on détermine, on détermine à partir de ce premier seuil le programme d'entraînement. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une VO2 pour ça. Mais après, quand on commence à faire de la VO2, on a du mal à s'en passer. C'est parce que c'est riche de renseignements et moi, je pense que l'idéal, là, c'est ce qu'on va essayer de monter. On n'a pas pu parce que chez nous, le local est un peu petit. C'est de faire de la VO2 en même temps que l'écho d'effort. Et là, on a toute la physiologie, notamment chez les valvulaires, parce que là, ça va être extrêmement intéressant, de faire des VO2 chez les valvulaires. Parce que là aussi, vous allez voir s'il a un comportement tout à fait normal à l'effort. Le RAC asymptomatique, et on ne sait pas si on va l'opérer ou non. Alors, on peut sauter dessus, on lui dit, on lui fait le truc, mais le problème, c'est que dans le RAC, très souvent, les gens diminuent progressivement leur activité, donc ils ne sont pas essoufflés, mais ils ne font rien. Donc, c'est difficile de savoir s'ils sont essoufflés. En faisant la VO2, on objective vraiment la gêne. Et moi, j'ai fait opérer des patients parce que la VO2 s'était dégradée. Je fais des VO2 régulièrement tous les ans à mes RAC. Et dès qu'ils se dégradent, on les opère. Et donc, ils se dégradent, mais avant même d'être symptomatiques. Ouais. Très bien, merci. Merci beaucoup. Toujours dans le même contexte. C'est la spécialiste en insuffisance cardiaque avait une question. Oui. Germaine, si elle est toujours là. Allô, allô? Vas-y, Germaine, pose ta question. Sinon, son micro n'est pas branché. Son micro est éteint. Oui, oui. Je peux poser une question? Vas-y, Saïd Omar, vas-y. C'est toujours dans le même contexte par rapport au RAC asymptomatique. Moi, j'ai lu un article où on disait que l'on pouvait donc opérer un malade qui présentait un RAC asymptomatique quand on faisait une VO2 max et que celle-ci revenait inférieure à 70% de la valeur prédite. Oui. Et lorsqu'aussi le rapport VE sur VO2 était supérieur à 34. Est-ce que vous utilisez les mêmes critères que voilà? Oui. C'est-à-dire quand ça devient sévère. C'est les critères de la dernière diapositive sur la sévérité de la cardiopathie. Voilà. Donc la pente VE-VCO2, c'est extrêmement intéressant. Mais justement, on regarde. Il faut regarder aussi le pouls d'O2 là. Voilà. Où on voit bien si le pouls d'O2, je n'ai pas l'habitude de regarder ce critère, mais à partir d'aujourd'hui, je regardais plus fréquemment ce critère. Regardez bien le pouls d'O2, c'est assez génial parce que ça permet de voir ce qui se passe. Par exemple, vous avez des gens, ils sont essoufflés à l'effort. Puis on ne voit pas spécialement ni d'ischémie, il n'y a pas d'insuffisance cardiaque. Par contre, il a des extrasystoles. On dit, bon, il a des extrasystoles. Mais quand vous regardez et vous comparez le pouls d'O2 à l'épisode, parce que s'il a, par exemple, il rentre en bigéminisme, eh ben, vous voyez le pouls d'O2 chuter. Et donc, s'il a une chute du débit à cause d'extrasystoles, que certes on voit bien sur l'électro, mais qui sont inefficaces sur le plan hémodynamique, et donc on voit que ça chute, et donc ça explique pourquoi ils sont essoufflés. D'accord. Et donc, c'est très intéressant de regarder le pouls d'O2. D'accord. Et à quelle fréquence vous préconisez de faire une VO2 dans les RAC asymptomatiques, tous les 6 mois ou tous les années? Oui, eh ben, ça dépend un peu de l'évolutivité. Donc, nous, on les voit tous les ans. Mais après, quand il y a des paramètres qui ont bougé, on les revoit 6 mois après. Vous voyez, s'il y a un paramètre, tiens, il s'est légèrement aggravé, à l'écho, légèrement aggravé, au truc légèrement aggravé, dans ce cas-là, on le fait au bout de 6 mois. Là, j'ai une dame, c'est une japonaise d'ailleurs, que je suis maintenant, et on voit qu'elle, voilà, je pense qu'on l'a fait tous les 6 mois parce qu'elle bouge, et je pense que là, sur la prochaine, on la fera opérer. Parce qu'elle est en train
Mais elle est tout à fait à santé. Et elle est active parce que, tu vois, elle est inscrite à notre club de sport, là, dans la salle de réad. Et elle vient très régulièrement. Donc, c'est pas quelqu'un qui a diminué son activité. Mais pour l'instant, elle est toujours asymptomatique et pour l'instant, tous les critères montrent que, ben, non, il ne faut pas y toucher, quoi. Merci. Merci. S'il y a des questions, les jeunes résidents, est-ce que vous avez des questions à poser à M. Marcadet? Alors, c'est vrai que c'est toujours, la VO2, c'était peut-être pas le bon sujet de faire l'interprétation de la VO2, parce qu'il y a peu de pratiques. C'était intéressant. Moi, je Oui, trouve que c'est très, mais très après, enfin, c'était intéressant de voir là, les algorithmes parce que ça montre la richesse de cet examen et la manière dont on peut apporter des arguments supplémentaires pour soigner les patients. Et donc, pour motiver les gens, pour apprendre la VO2, les bases, déterminer les seuils, vérifier. Voilà, la première des choses, vérifier est-ce que mes valeurs sont bonnes et pourquoi elles n'ont pas été bonnes, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'était mal calibré, ben non, c'était le filtre, ben non, il faut changer le permature, etc. Voilà. Et au début, mais même moi, hein, c'est-à-dire au début, j'ai fait beaucoup d'erreurs parce que je pensais que ma machine, elle était béton et que ça allait être tout le temps comme ça, comme votre appareil électro. Vous l'allumez, vous faites votre électro, ça ne bouge pas. Or, les machines à VO2, elles s'usent très vite, les capteurs s'usent très vite, encore que vous avez une spectrographie de masse, hein, je pense. Et donc, elle, c'est béton, quoi. Vous calibrez une fois par an. Tandis que toutes les autres machines que l'on a, avec les anodes là, qui mesurent, les capteurs qui mesurent l'O2, les concentrations d'O2 et de CO2, elles s'usent avec le temps. Et c'est une usure, voilà. Et donc, à partir d'un certain moment, il faut la changer. Mais ce moment-là, c'est une zone. Et puis, vous avez vos valeurs qui commencent à devenir pas bonnes, et puis vous ne comprenez pas pourquoi, j'ai bien calibré, le truc n'est pas bouché. Eh bien, ouais, il faut changer de capteur. Voilà. Et donc, c'est là aussi où c'est important, voilà, par la pratique, en fait, d'apprendre à se servir de cette technique. Mais nous, on en fait beaucoup, beaucoup maintenant. Tout le monde s'est mis à la VO2 chez nous, si bien que j'envisage d'en acheter une deuxième. Parce que celle que l'on fait, on fait à peu près entre 10 et 15 tests par jour de VO2. Donc ça fait vraiment beaucoup, alors que la plupart des VO2 qui sont vendus là, dans le commerce, les gens en font une dizaine par semaine. Et nous, c'est par jour, quoi. Parfait. Parce qu'on aussi, Ça passe pas. Même quand j'écris, ça passe pas, Oustad. Ça passe pas. J'ai écrit, ça passe pas. Je sais pas pourquoi. Alors, ma question, c'est rapidement pour finir. Oui. Sujet obèse. Voilà, pour ne pas avoir de biais. Oui. D'interprétation par rapport au poids. Deuxième question, c'est par rapport au pouls d'oxygène. Le pouls d'oxygène, si on va dire que c'est un équivalent en volume d'éjection, est-ce qu'on peut dire que c'est carrément un équivalent à la fraction d'éjection? Et dans ce cas-là, un drop de ce paramètre-là pendant l'effort équivaudrait au fait à la même chose par rapport à la FNC. C'est-à-dire que quand c'est supérieur à 10%, c'est un critère en faveur d'une sévérité d'une atteinte cardiaque. Et lorsqu'on a une FE qui est préservée initialement, peut-être que c'est carrément une atteinte coronaire qui est sévère. Oui, alors, ok. Et il y avait encore une autre question, non? Et la dernière, pourquoi utiliser le débit cardiaque, sachant que c'est vraiment coûteux, très cher, etc., alors qu'on a justement ce paramètre-là qui est le pouls d'oxygène qui va nous renseigner sur ce qui se passe en matière d'hémoglobine. Voilà. Avec le débit cardiaque, c'est intéressant essentiellement pour les gens qui vont faire de la recherche pour essayer des médicaments, etc. Alors, le pouls de 2, c'est intéressant, mais il y a plein de risques d'avoir une mauvaise interprétation. Je vous en ai montré quelques exemples, avec par exemple des extrasystoles, avec une fréquence cardiaque qui augmente ou qui descend, puisque c'est la relation entre la VO2 et la fréquence cardiaque. Donc, il peut y avoir des paramètres qui font que, par exemple, vous avez beaucoup de parasites sur l'électro quand vous faites le test. Une mauvaise interprétation de la fréquence cardiaque, ça va modifier le pouls de 2. C'est pour ça que l'interprétation du pouls de 2 ne va pas vous donner des paramètres sur la suffisance cardiaque, mais vous avez des tas de schémas qui vont vous montrer le pouls de 2 de l'insuffisance cardiaque. Là, j'ai un autre topo là-dessus que je pourrais vous montrer, mais ce n'est pas aussi précis que d'avoir le débit cardiaque vraiment.
Voilà. D'accord. Après, il ne faut pas vous poser le problème, vous l'avez, alors donc utilisez-le. Comme vous l'avez, le D'accord, oui, bébé, oui, mais ça là, fait- on ne sait pas l'utiliser. Donc, Ouais. oui, on attend. Ben, je veux bien que vous On m'envoyiez attend. votre mode d'emploi, si vous l'avez quelque part, à condition qu'il ne soit pas en danois ou en norvégien, mais je peux essayer de vous aider à distance pour voir si vous avez le mode d'emploi. Vous me le scannez, vous me l'envoyez pour la partie, débit. Parce que je ne connais pas du tout la machine, moi. Et pour les sujets Alors, pour les obèses, sujets monsieur obèses. Mercadet, par exemple, les Je sujets vais vous obèses. dire pour les sujets obèses. Là, je travaille, je dois avoir maintenant, on a fait plus de 1000 obèses. Je crois qu'on est à 1200 obèses avec Bichat, où je fais systématiquement donc, des VO2 Oui, chez je me les rappelle, on obèses. avait assisté à Voilà. quelques-unes, ah oui. Voilà. Alors, donc après, on parle des vrais obèses. Hein. On va parler des Oui. gens qui ont. Voilà. Alors, on a toujours une VO2 qui est basse. Forcément, on a une VO2 qui est basse parce que ces gens ont un stock musculaire et un stock graisseux. Le stock musculaire va refléter la VO2. Et je vous ai dit, il y a deux choses. Dans le stock musculaire, il y a deux types de fibres musculaires. Il y a les fibres rouges et les blanches. Voilà. Et d'après vous, chez les obèses, ils ont quoi comme fibre? Ben, blanche. Et voilà, ils ont des blanches parce qu'ils font de l'haltérophilie tous les jours. Quand ils se lèvent de leur chaise, ils soulèvent des haltères. Dès que le moindre geste, quand ils marchent, etc., c'est que pratiquement de la fibre blanche. C'est pour ça qu'ils ont des seuils bas, habituellement, et qu'ils sont tout de suite, ils croissent très vite, hein, parce qu'ils ont un seuil bas, parce que ils passent en aérobie relativement rapidement. Donc ça, c'est un point. Après, la VO2, elle est calculée par rapport à la masse. Donc, ils ont un stock musculaire et le poids vient grever la chose puisqu'on le fait par kilo. Et donc, par kilo, ça diminue forcément. Mais si vous prenez le poids maintenant, en dehors du poids, ils vont avoir une VO2 normale pour l'âge, par exemple, si c'est un homme ou une femme dans les tables. Ils vont faire leurs 2 litres ou je ne sais pas quoi. D'accord? Et donc, c'est parce qu'ils sont lourds. Alors, par contre, ce que je constate là, c'est que les gens qui avaient une VO2 obèse, qui se font opérer chirurgie bariatrique, que je revois après, où ils ont perdu 30 kilos, je me dis, mais ils vont exploser la machine là. Eh bien, non. Non. Et souvent, ils perdent de la VO2. Et je ne sais pas pourquoi. Le plus souvent, c'est parce qu'ils ont arrêté de s'entraîner. Et donc, ils ont dû perdre aussi un peu de partie musculaire. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi leur VO2 a baissé, enfin, elle n'a pas monté. Et je parle en millilitres minute kilo. Elle n'a pas monté. Ils ont perdu du poids, ils ont perdu de la graisse, mais ça n'a pas monté. Et je pense que parce qu'ils ont perdu du muscle. Ils ont perdu du muscle aussi. Voilà. Donc ça, c'est une des questions. Alors, mais en gros, on a des VO2 qui peuvent être très basses et des capacités d'effort, des efforts prédits aussi chez les obèses, parce que c'est calculé en fonction du poids, mais dans les algorithmes, c'est calculé en fonction du poids musculaire. Et donc, vous avez un obèse qui arrive et il doit faire 323 voire 400 watts, et puis à 110, il s'arrête parce qu'il n'en peut plus. Donc, ça fait des chiffres catastrophiques, en fait, sur le degré de leur obésité. En même temps, il y a deux types d'obèses, vraiment. Il y a les anciens sportifs et les non-sportifs. Chez les anciens sportifs, ils ont quand même des capacités importantes avec des belles VO2. Voilà. Et donc, ils n'ont pas perdu la masse musculaire qu'ils avaient. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que chez le non-sportif, on a des VO2 qui sont catastrophiques, hein, très basses, très, très basses. Mais très souvent, on est dans le cas 5 du flow, c'est-à-dire pas de seuil, exercice très pauvre. Alors, il faut voir aussi que chez les obèses, ils sont limités sur le plan pulmonaire. Ils ont un syndrome restrictif pulmonaire important, quand ils n'ont pas en plus un syndrome obstructif si jamais ils fument. Mais généralement, ils ont un syndrome restrictif qui limite l'effort et c'est souvent le poumon qui les arrête. Hein. Ils ont des BR souvent qui sont écoulés. Et puis là, j'ai répondu aux 3. Il y a Dr Chawish qui est une cardiologue de l'Est qui vous demande une
une référence bibliographique à nous recommander pour bien maîtriser tous ces paramètres? Alors, la meilleure des références, je pense, c'est le livre de Wasserman. Voilà. Et je pense que tous ceux qui ont fait de la VO2 l'ont un jour acheté. La dernière version est superbe. Le livre de Wasserman. Il n'y a pas... il y a le petit livre qui a été écrit par Cohen Solal et François Carré, mais qui est un peu sommaire, qui est un peu léger, je trouve. En fait, il manque un ouvrage vraiment sur la VO2. Vraiment. Il faut falloir que je m'y mette. Mais c'est quand même beaucoup de boulot que d'écrire. De faire des petites sessions, webinaires sur la VO2, des ateliers pratiques, je pense, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Parce que même si vous lisez le livre de Wasserman, vous allez voir que c'est quand même très complexe, que ça prend beaucoup de temps pour l'assimiler, alors que dans les ateliers pratiques, on peut faire des choses vraiment très vite. Excusez-moi 2 secondes. Je voudrais poser une dernière question. Allez, pose une dernière question et on conclut. Parce que là, Je ne sais pas s'il m'entend. non, il n'est pas là. Hop, je suis là. Je vous pose une dernière question. Vas-y. Alors, Oui. les principaux paramètres pronostiques sont la VO2 max, le rapport VE sur VCO2. Il y a aussi la puissance circulatoire. Là, on entend très peu sur ce paramètre, la puissance circulatoire, qui est calculée par donc, le produit de la pression artérielle systolique maximale et du VO2 max. Ouais, ce qu'il faut voir, voilà, est-ce que vous tenez compte de ce paramètre dans l'interprétation? Non, en fait, c'est un paramètre qui avait été proposé par Cohen Solal pour affiner un petit peu le résultat. Mais en fait, ça correspond. Vous prenez un insuffisant cardiaque, il a une tension qui ne monte pas, il a une VO2 qui est basse, donc quand vous faites le produit, ça accentue la chose. Il y a plein de travaux qui ont été faits sur l'OS, c'est-à-dire l'évolution logarithmique de la VO2 au cours du test, etc. Donc tout le monde a cherché des paramètres, mais là, dans les recommandations que nous avons écrites l'année dernière, sur les recommandations d'épreuves d'effort, il y a toute une petite partie sur la VO2 que vous pouvez télécharger sur le site de la Société française de cardio. Il y a une petite partie sur la VO2. Et en fait, vous allez voir qu'on a résumé. On s'est servi des travaux des Italiens comme Guazzi pour résumer en fait les paramètres les plus intéressants et les paramètres en fait qu'on utilise quotidiennement, quoi. Vous regardez le pic de VO2, VE, VCO2, le BR. La saturation, et puis pour établir le diagnostic, la VO2 au seuil. Voilà. Ça suffit en fait, dans notre pratique quotidienne. Par contre, pour tester des médicaments, pour faire de la recherche clinique, c'est intéressant d'avoir des outils un petit peu plus précis. Donc, on peut faire la puissance respiratoire, la puissance circulatoire, etc. Il y en a des tas d'autres qui sortent avec des gens qui travaillent dans des laboratoires en cherchant le Graal. Mais je pense qu'on ne le trouvera pas, on l'a déjà. Merci beaucoup. Hein. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette session. Merci beaucoup à vous. Très intéressant, merci beaucoup. Ben, faites-moi un retour et puis sur le côté pratique, là, voilà. J'espère qu'on aura un second webinaire avec vous. Hein. J'espère qu'on pourra organiser avec les jeunes. Avec 2 choses, hein. Un sur les tests d'effort, 2, qu'est-ce qu'on fait en période de pandémie, voilà. Oui. Et 2, parce que c'est intéressant, parce que malheureusement, je crois qu'on n'en est pas sorti et qu'il y en a pour un moment, et que nous, les médecins, on sera obligés de faire comme s'il y en a une tout le temps. Merci. Donc moi, il n'est pas question que je revienne en arrière et je continuerai à faire tous mes tests avec des filtres. Merci beaucoup.